Vous allez bien? Ça s'est bien passé les conférences jusqu'ici? Alors avant de commencer, si vous avez besoin de suivre les slides sur votre appareil, vous pouvez scanner ce petit QR code. Ça va durer à peu près 40 minutes. Il y aura un temps pour les questions à la fin. Je vois qu'il y a des gens qui scannent. Alors, vous allez avoir les slides comme ça. Est-ce que tout le monde a eu le temps? Non? Je vous laisse 2 minutes. C'est bon. Hop. Alors moi, je vais commencer directement avec une question importante, et je ne vous vois pas parce que j'ai de la lumière dans les yeux. Qui est concerné par l'accessibilité dans la salle? Ok, on a à peu près 22,4%. Je compte super bien. J'aimerais bien savoir aussi s'il y a des dev front dans la salle. Ah oui, on est surreprésenté, effectivement. Des designers? Ok, alors pour vous, un petit disclaimer, je suis désolée pour ce que vous allez voir, n'en tenez pas compte. Et DPO? Ok, représente. Des dev back? Ah ouais, quand même, cool. Donc on a quelques dev back aussi. Super, donc c'est assez diversifié, c'est bien. Merci pour la lumière. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rester bloqué sur un site sans pouvoir accéder au contenu que vous veniez consulter? Levez la main si ça vous est déjà arrivé. Donc là, on a une écrasante majorité. Les autres, je pense qu'ils ne vont pas sur Internet. C'est assez frustrant en général. Moi, ça m'arrive souvent et j'ai vraiment horreur de ça. Et du coup, ça m'a amené à me dire que la plupart des écoles d'enseignement à distance aujourd'hui, elles utilisent des outils qui ne sont pas accessibles à tous. Et donc, ils vont laisser plein de gens à la porte en fait, de leur formation parce que ces personnes, elles ont des besoins spécifiques et qu'ils n'ont pas été pris en compte. Et nous, on n'a pas forcément tous de besoins spécifiques, et pourtant, des fois, on est quand même laissé à la porte des applications, et c'est assez énervant. Et justement, c'est en constatant le défaut d'accessibilité des outils qui avaient été mis en place par ma formation que mes 3 compères et moi, on a décidé de travailler sur le thème de l'accessibilité pendant cette formation. Et on a voulu leur montrer à quel point c'était important, et moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Maintenant que je vous connais un petit peu mieux, je vais me présenter aussi. Donc moi, je suis Alex Palma, je suis consultante front-end chez Zenica Brest depuis 2 ans. Je suis aussi formatrice en accessibilité et je suis passionnée par l'UI et l'UX design. Je fais partie des Duchesses France et donc j'ai fondé la communauté Codawen tout récemment qui rassemble les femmes dans l'IT dans le Finistère. Donc on est un petit peu loin, mais on ne sait jamais s'il y a des Finistériennes, rejoignez-nous. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de ce que j'ai appris en essayant d'ouvrir les yeux de mon ancienne école sur leurs problématiques d'accessibilité web. Garantir l'accès à l'éducation et à la formation, c'est essentiel. L'accessibilité web, ça consiste justement à adapter un site pour garantir que tout le monde puisse l'utiliser, quelle que soit sa situation. De cette manière, personne ne va être désavantagé, qu'il soit ou non en situation de handicap. Selon Tim Berners-Lee, qu'on ne présente plus, qui est donc le directeur du W3C et l'inventeur du web, la puissance du web réside dans son universalité. L'accès de tous, quel que soit le handicap, est un aspect essentiel. Et pourtant, on a près de 97% des sites Internet qui présenteraient un défaut d'accessibilité dès la page d'accueil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a seulement 3% des sites Internet qui sont aujourd'hui accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est pas beaucoup. Par handicap, j'entends les handicaps visuels, dont la cécité, la malvoyance, les handicaps auditifs, la malentendance, la surdité, aussi l'hyperacousie, on y pense moins. Les handicaps cognitifs, les lésions cérébrales, les troubles de l'attention, les troubles de l'apprentissage, les maladies mentales, etc. Les handicaps moteurs divers et variés, alors ils ne sont pas tous en fauteuil roulant, mais il faut se lever tôt pour avoir une illustration d'une jeune personne avec une canne, donc malheureusement, voilà. Et ça ne se réfère pas uniquement aux personnes qui sont atteintes d'un handicap permanent, quelqu'un qui a un bras cassé, par exemple, ou des limitations situationnelles, il va aussi avoir besoin d'une application accessible. 7,6 millions de Français de plus de 15 ans sont concernés par un handicap quelconque. Ça représente environ 14,1% de la population française selon l'adresse. Ça fait environ 1 personne sur 5. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie qu'un utilisateur sur 5 soit coincé avec des barrières d'accessibilité qui vont lui rendre impossible l'accès à mon application parce qu'elle n'est pas accessible. Alors, comment est-ce qu'on peut changer les choses et rendre nos applications plus inclusives? C'est justement pour répondre à cette question qu'il y a des gens qui ont écrit des directives d'accessibilité que tout le monde peut suivre pour faire des applications accessibles.
à tous et à toutes. Les lignes directrices les plus connues, on va les trouver dans les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, le WAI, la Web Accessibility Initiative du W3C, et en France, on a le RG2A, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Il faut savoir que si on est conforme au RG2A, on est conforme au WCAG 2, l'inverse n'étant pas vrai parce que le RG2A, il a des partis pris. En suivant ces directives, on va s'assurer que nos applications elles sont entièrement accessibles à chaque utilisateur, quel que soit le handicap et les outils qu'il utilise. Et ça va nous permettre de faire tomber les barrières d'accès au web. Dans le projet dont je vais vous parler, on a aussi pensé aux personnes qui ont des difficultés à se concentrer ou à supporter beaucoup de stimulation visuelle et qui vont subir de plein fouet ce qu'on appelle le design attentionnel, qui consiste à voler notre attention. On pourrait citer entre autres le TDA, le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, qui touche beaucoup de gens. Les troubles 10, la dysorthographie, la dyslexie, enfin, il y en a tout un panel, il y en a beaucoup. L'autisme aussi. Ce sont des troubles qui vont affecter plusieurs domaines de la vie et ça peut entraîner des barrières à l'apprentissage, parce que je le rappelle, le projet dont je vous parle, c'est un projet de formation et on parle d'une école. Donc ces barrières, elles peuvent être surmontées avec des interfaces spécifiques qui vont éviter justement le design attentionnel et se concentrer sur le contenu essentiel. Le design attentionnel, ça regroupe toutes les pratiques de design qui visent à capturer votre attention et à générer une addiction pour manipuler les actions de l'utilisateur. Je pourrais citer en exemple les infinite scroll que vous retrouvez aujourd'hui sur la totalité des réseaux sociaux, sur beaucoup de sites de vente aussi, pour retenir votre attention si possible le plus longtemps possible, que vous ne dormiez jamais, ça les arrangerait bien. Et ils vont essayer de générer ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. On trouve aussi les mécanismes de gâchapon, qui sont des tirages aléatoires avec une récompense et une collection à compléter. Donc ça, on peut retrouver ça pour gamifier beaucoup les sites de vente. Par exemple, je pense que tout le monde connaît AliExpress. Vous allez collecter des pièces, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais vous collectez des pièces. Et c'est formidable, c'est censé vous faire revenir. Bon, ça ne marche pas toujours, moi je ne reviens pas, mais peut-être qu'il y a des gens sur qui ça marche. Toutes ces techniques qui utilisent des stimuli qui sont suivis d'une récompense pour libérer de la dopamine, elles ont pour but de détourner l'utilisateur de ses objectifs et de créer une dépendance. Et c'est hyper efficace. On va acheter un collier de chat sur un site de vente hyper connu et on repart avec 3 livres et un nouveau clavier. Évidemment, on a oublié d'acheter le collier du chat dans la bagarre. Sinon, ce n'était pas drôle. Donc on y retourne. Et ces pratiques, en fait, elles vont rendre le web très toxique pour les personnes qui sont atteintes de troubles de l'attention et qui sont d'autant plus vulnérables qu'elles ont du mal à rester concentrées sur un objectif et à se concentrer dans une interface qui est surchargée d'informations. Donc pour s'adapter à ce public, il est important de leur proposer de bloquer les animations et de concevoir des interfaces qui sont sobres. Et c'est aussi valable pour les personnes qui n'ont pas de troubles de l'attention, parce que ces techniques, elles existent pour manipuler les utilisateurs en général, et pas spécialement pour rendre la vie dure aux personnes qui sont en situation de handicap. Ça, c'est juste un effet secondaire. Donc prendre soin des personnes qui ont des besoins spécifiques, c'est aussi prendre soin de chaque personne valide. Parce que ces améliorations de nos interfaces, elles vont profiter pleinement à chacun d'entre nous, quelles que soient nos capacités. Un petit peu comme le trottoir plus large qui va profiter autant aux personnes qui sont en fauteuil roulant qu'aux personnes qui ont des poussettes. Un site éthique et accessible, ça va permettre une navigation plus fluide pour tous les utilisateurs, sans exception. Donc l'accessibilité, ça fait partie du concept plus global de numérique responsable, et ça devrait être au cœur des valeurs et de la pratique de tous les professionnels du numérique. Donc normalement, nous tous. Pour matérialiser ce concept de manière un petit peu plus tangible, je vais faire le parallèle avec un projet qui s'appelle Masterize et qui m'a permis d'expérimenter pendant toute une année sur ces sujets-là, de l'accessibilité, de me mettre à la place d'un utilisateur en situation de handicap, de comprendre plus en profondeur des besoins qui jusque-là m'étaient inconnus. Par exemple, j'ai pu découvrir que la navigation au clavier elle était laborieuse, voire carrément impossible sur certains sites, des sites importants même des fois, et qu'elle devait être prise en compte dès le début du développement d'une application pour éviter des modifications tardives qui sont pénibles, voire coûteuses. Lors de la conception de notre application, on a donc défini des personas pour représenter nos utilisateurs types de notre application, notre cible. Je vais vous en présenter 3, ainsi que leurs besoins, auxquels on a essayé de répondre du mieux possible
pour réaliser une application inclusive. Voici Jérôme. Donc Jérôme, il souffre d'un TDAH et d'une dyslexie. Il a des difficultés de lecture, de concentration et de mémoire qui le handicapent dans son apprentissage. Pourtant, Jérôme, il veut se former pour apprendre un nouveau métier qui le passionne, et pour ça, il va avoir besoin d'un environnement d'apprentissage adapté, qui va limiter les distractions pour l'aider à garder sa concentration, qui va être facile à lire pour une personne qui a des troubles 10, qui l'aide à se repérer dans le temps et dans l'espace. Voici Malika. Malika, c'est une formatrice malvoyante. Elle va avoir besoin, pour partager ses cours avec ses étudiants, d'un environnement qui va lui permettre d'utiliser la navigation au clavier, d'utiliser un lecteur d'écran, et qui va lui donner aussi le contrôle sur les contrastes, sur les polices qu'elle veut utiliser et leur taille. Voici Manon. Donc Manon, c'est une jeune maman valide, mais fatiguée. Bon, c'est une maman, quoi. Elle a besoin d'une interface qui soit sobre et claire pour économiser son attention, qui lui permette d'aller directement à l'information recherchée, et elle apprécierait que les vidéos soient sous-titrées pour pouvoir les regarder le soir dans son lit sans réveiller son fils qui dort, ou chez qui joue parc le mercredi à l'heure de pointe. Les parents savent ce que c'est. Elle aimerait bien pouvoir choisir les couleurs aussi, parce qu'elle voudrait que son interface elle soit assortie à la déco de son bureau. Chacun ses besoins. Donc maintenant, elle n'a pas de handicap, mais elle a des limitations situationnelles marquées qu'on peut retrouver chez beaucoup d'utilisateurs, qui soient ou non valides, en fait. Malika, Manon et Jérôme, ils ont tous les trois besoin d'une plateforme de e-learning qui soit inclusive et adaptée, et qui permette à chacun d'eux de répondre à ses besoins de formation ou d'enseignement, sans que le handicap ne soit un frein ou une difficulté pour eux, et sans que les adaptations soient décelables en tant que telles pour les utilisateurs lambda. C'est justement pour apprendre à répondre à ces besoins et également pour sensibiliser notre école à ce moment-là, parce qu'on était à l'école, et au moins une promo de développeurs à l'accessibilité numérique qu'on a décidé de travailler sur ce projet. On a donc conçu une plateforme de e-learning inclusive, une classe virtuelle complètement personnalisable en fonction des besoins de l'utilisateur, qui vient en complément d'une formation en remote ou en présentiel pour permettre un accès constant aux cours passés. L'application a été conçue pour être compatible avec les technologies d'assistance et permettre la navigation au clavier de manière fluide. On s'est attaché à suivre scrupuleusement les guidelines d'accessibilité avec comme objectif de répondre à tous les besoins de nos personas. Donc il y en avait un petit peu plus que 3 pour le coup, mais je ne pouvais pas vous présenter tout le monde, ça aurait pris trop de temps. Et comme il existe autant de handicaps que de personnes qui les portent, on a pensé à un système de settings avancé qui permet à l'utilisateur de modifier une large part de l'interface et ses interactions avec l'interface, justement. Donc ça permet de s'adapter aux besoins de chacun sans être perçu comme un dispositif d'accessibilité, parce que ça va donner des options aux personnes qui n'en ont pas besoin de customisation, et pour les personnes qui en ont besoin, elles vont pouvoir justement adapter à leurs besoins. Donc ça nous a semblé important en fait que ça ne soit pas perçu comme une adaptation, pour que les personnes qui ont ces besoins spécifiques, elles ne se sentent pas traitées différemment des personnes qui n'en ont pas. Je vous montre ici le prototype Figma qui a été réalisé avant le développement du projet et sur lequel on a fait des petits tests utilisateurs dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc on a accès aux 3 derniers cours sur la page d'accueil pour simplifier l'accès aux dernières ressources. On a une timeline pour accéder aux cours de la formation dans l'ordre avec un repère de temps. On a un wiki prévu en V2, donc à peu près jamais. Un chat et des petites pop-up qu'on a appelées Panda Tips qui nous rappellent de faire une pause toutes les 2 heures, de faire gaffe à notre posture. Enfin, c'est pour nous faire la leçon. Dans les settings, on a un accès complet à ce qui se passe dans notre interface et on peut désactiver tout ça si nécessaire. Avant de se jeter à corps perdu dans le développement de notre application, on a mené l'enquête, parce qu'on voulait quand même savoir le besoin de nos utilisateurs. Et donc, on allait voir nos étudiants et nos formateurs, les étudiants et les formateurs de l'école, et on a été assez surpris des résultats, pour tout vous dire. On a constaté d'abord que 66% des formateurs ne prennent pas du tout en compte la problématique d'accessibilité dans la conception de leurs cours. À ceux qui ont répondu qu'ils la prenaient en compte, on leur a demandé de quelle manière ils la prennent en compte, et là encore, on a été un petit peu surpris. Par exemple, ce formateur optimiste qui a l'air de penser que se reposer sur les sous-titres automatiques de Google Meet pendant ses interventions est amplement suffisant pour rendre son cours accessible. C'est sans compter que ces sous-titres ils sont complètement inutilisables si le formateur n'a pas une diction parfaite, ce qu'il n'avait absolument pas. À plus forte raison sur des sujets tech, parce que le vocabulaire technique est assez mal géré par cette fonctionnalité. En tout cas, ça a peut-être évolué depuis, mais
À l'époque où j'étais en formation, ce n'était pas le cas. Et donc, en ayant essayé de suivre ces cours avec le sous-titrage, je peux vous assurer que le texte généré il était imbuvable. On ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. C'était impossible de suivre ces cours en étant malentendant. Donc ensuite, on leur a demandé si les outils qu'ils utilisent sont adaptés pour concevoir des cours accessibles. Donc là, on aurait pu être heureux de découvrir que 100% des répondants pensent que oui, mais au vu des réponses précédentes aux questions ouvertes, on s'est dit qu'ils n'avaient pas l'air de savoir ce que c'était l'accessibilité et que du coup, ils ne comprennent pas la question, en fait. Et on n'était pas au bout de nos surprises, hein. Après les formateurs, on est allé voir les apprenants. On a constaté que la majorité d'entre eux pensaient que les outils actuels proposés par l'école étaient accessibles, alors qu'ils ne le sont pas du tout. En réalité, ni la navigation au clavier, ni les lecteurs d'écran ne sont supportés par les outils de cette école. Donc c'est un gros défaut d'accessibilité. Et en outre, les cours, ils sont en live, ils ne sont pas sous-titrés et ils n'ont pas de version écrite. Il n'y a aucun moyen de revenir sur une information une fois que le cours est terminé. Moi, j'avais demandé à avoir un résumé écrit du cours et on m'a répondu que c'était à moi de prendre des notes. Sauf que tout le monde ne peut pas écouter et prendre des notes en même temps, en fait. Quand on lit sur les lèvres, par exemple, ou quand on a un TDAH, c'est très compliqué de prendre des notes en se concentrant sur ce qui est en train d'être dit. Donc, il aurait fallu avoir au minimum des fiches récap. Ce qui n'a jamais été fait malgré les demandes. Donc, en fait, dans cette école, une personne qui serait malentendante ou malvoyante, eh ben, elle serait grandement mise en difficulté par les outils actuels et par les méthodes qui sont utilisées. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec une élève malentendante qui a été, comme moi, attirée par les promesses de l'école qui s'affichent publiquement comme étant accessibles et qui a arrêté sa formation en cours de route parce qu'elle n'a pas pu suivre les cours qui étaient faits en ligne. Ensuite, on a demandé aux apprenants, excusez-moi, je vais récupérer ma voix. On a demandé aux apprenants ce que, selon eux, on pourrait faire pour rendre leur formation plus inclusive. Et là, on a compris qu'on allait avoir du pain sur la planche pour sensibiliser tout ce petit monde. J'ai pu identifier quelques catégories de personnes dans les différentes réponses reçues. Vous allez voir, c'est assez drôle. Donc on a des personnes qui, à la question de l'inclusion, nous répondent tout naturellement de se débarrasser des ignorants en amont de la formation. C'est une option, pas sûr qu'elle soit hyper inclusive. On a celles qui ont de l'humour et que le manque d'accessibilité a fait beaucoup rigoler, hein, faire des concours de cordes à sauter avec les fils des souris wireless, donc on n'a pas été pris très au sérieux par cette personne. On en a eu d'autres comme ça, mais je ne vais pas toutes vous les mettre, hein, ce n'est pas un sketch non plus. Et puis, on a les gens qui ne voient pas le problème, alors cela, ils m'inquiètent un petit peu plus. Rien, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'exclusion d'une catégorie de personnes en particulier. Je pense que ces personnes ne vivent pas sur la même planète que nous, je n'ai pas d'autre explication. Je le répète parce que je l'ai dit au début, on a seulement 3% du web qui est accessible. Hein. Tout va parfaitement bien. Et celui-là, il est trop beau pour être vrai, donc je soupçonne ma collègue d'avoir répondu au questionnaire. Adapter les applications utilisées pour tous et prendre en compte les caractéristiques de chacun, ma collègue Ameline en soum soum. Bref, avec cette enquête, nous, on voulait comprendre comment améliorer les outils existants et on a surtout réalisé que les formateurs comme les apprenants ne comprennent tout simplement pas le sens réel du mot « accessible ». Les besoins en termes d'accessibilité, ils sont donc ni compris, ni pris en compte. On a aussi relevé que très peu de répondants s'intéressent vraiment de près ou de loin à l'accessibilité et que la large majorité de ces répondants pensent que le web est accessible à tous. 3%. Je vous la remets pour être sûr que vous les imprimiez bien. Hein. 3% du web accessible. C'est un vrai problème, parce que toutes celles et ceux qui ont participé à ce questionnaire, ils sont soit formateurs, soit en formation pour devenir concepteurs, développeurs d'applications. Donc c'est des devs hein, à qui on s'adresse là. On s'adresse majoritairement à des devs et beaucoup font du front. Et la large majorité pense que le web est accessible à tous. Donc je radote un peu, hein, mais quand même 3% d'accessibilité, c'est vraiment pas beaucoup, c'est même dérisoire, on est en 2024. C'est pas normal qu'en sortant de formation, on ne comprenne pas le besoin d'accessibilité. Donc à partir de là, on s'est vraiment senti investi d'une mission. On s'est dit qu'on allait ouvrir les yeux de nos camarades, les yeux des formateurs de l'école aussi, et leur parler d'accessibilité matin, midi et soir jusqu'à ce qu'ils en puissent plus pendant 1 an, pour planter des graines de prise de conscience.
À partir de cette enquête et des besoins qu'on a définis pour nos personas, on a pensé notre application de sorte à confier non plus l'adaptation aux personnes valides, qui ne sont pas du tout conscientes du besoin, mais aux personnes directement concernées par ces besoins. Et pour ça, on a pensé qu'en leur donnant un large contrôle sur l'interface, on pouvait répondre aux besoins de chacun, aussi différents soient-ils. Donc on a décidé de concevoir une application qui permette à nos utilisateurs d'utiliser un service qui leur facilite la vie, qui les intègre dans la communauté sans discrimination ni différence, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Nos contraintes, c'était donc que l'adaptation ne dépende aucunement d'une tierce personne, qu'elle soit adaptable à tout type de handicap et qu'elle reste imperceptible pour les personnes valides. L'objectif étant qu'une personne qui a un besoin spécifique soit autonome et ne soit pas contrainte de solliciter de l'aide ou une adaptation spécifique, parce que c'est d'une grande violence pour une personne en situation de handicap d'être obligée de demander en fait, une adaptation, et parce que les réactions qu'on a en face, elles sont complètement à l'ouest assez fréquemment. Pour exemple, ça c'est le genre de réaction que j'ai reçue quand j'ai demandé une adaptation de ma formation. On m'a répondu non, c'est à toi de t'adapter, on ne fait pas de favoritisme, sachant que j'avais une RQTH et que c'était validé par un certificat médical. Cette personne s'est présentée comme le référent handicap de l'école. Tout va très bien. Dans la première partie de cette présentation, je vous ai surtout parlé de recherche et d'idéation et de nos prises de conscience sur l'absence de compréhension des problématiques d'accessibilité par les personnes autour de nous, que ce soit l'équipe pédagogique ou les apprenants de notre formation. Maintenant, je vais vous parler de la partie conception de l'interface qui a suivi, de la solution qu'on a conçue et de ce qu'on a appris de cette expérience en termes d'accessibilité des interfaces web. Une fois que nos cibles elles étaient identifiées et qu'on avait défini leurs besoins, on a pu nous atteler à la conception des wireframes, des parcours utilisateurs, d'une maquette et d'un prototype. Chacune de ces étapes, elle est importante pour pouvoir tester notre application dès la conception et pour pouvoir déceler le plus tôt possible les erreurs de conception ou du UX bien avant la phase de développement. Ça nous permet aussi de définir quelles sont nos fonctionnalités qui vont être prioritaires, parce que vous vous doutez bien qu'on avait une to-do list en été étudiant. Je pense qu'on a de quoi faire 15 versions. Donc il s'agit de rendre là, ici, l'application tangible, de présenter ses caractéristiques et ses fonctionnalités, de pouvoir la tester et l'améliorer, avant d'avoir engagé de l'énergie et surtout du budget dans la phase de développement. Faire un prototype, c'est primordial parce que ça permet de faire tester l'interface à des utilisateurs réels, ce qu'on a fait ici en procédant par amélioration, par itération, entre chaque session de test pour gagner du temps. Donc ce n'est pas très conventionnel, excusez-moi les designers. Cette méthode, on l'appelle guérilla, et ça reste quand même bénéfique parce qu'en UX, il vaut toujours mieux tester rapidement que pas tester du tout en fait. Et en effet, on a modifié toute notre interface à chaque fois qu'on a fait des petits tests, parce qu'on avait les biais des développeurs et nous, on voyait des choses que les utilisateurs ne voyaient pas. Donc on a eu des retours quand même assez pertinents, bien qu'on n'ait pas de personnes en situation de handicap directement touchées par notre recherche. Dans ce panel d'utilisateurs, on aurait préféré en avoir, mais on a fait comme on a pu. Pour permettre de donner la main aux utilisateurs de l'interface, donc on a pris le parti un petit peu controversé de mettre en place un système de setting avancé, que vous voyez ici. Ils ont accès à de nombreux réglages, notamment les couleurs de l'interface, la taille des textes pour faciliter la lecture, le niveau de distraction dans l'application. Par exemple, Jérôme il avait besoin de pouvoir bloquer les animations et d'adapter les textes à un trouble 10. Donc on a embarqué la possibilité d'activer et de désactiver les animations et les distractions, telles que les petites pop-up pour notre tips ou le chat. Et on a également permis à l'utilisateur de personnaliser entièrement l'expérience dans l'application, avec un mode lecture pour que les cours n'affichent que le texte, et la possibilité de cacher ou d'afficher les cartes de la timeline par défaut. On a proposé 3 niveaux de distraction avec des settings qui sont prédéfinis pour les presser, comme ça ils n'ont plus qu'à cliquer sur le niveau de distraction pour changer de mode. Et on peut voir ici qu'il y a un mode focus qui va couper toute distraction et passer les cours en mode lecture. On a un mode soften qui désactive les notifications sonores et les animations, et un mode animate qui est open bar, toutes les distractions sont activées. Jérôme il a également la possibilité de sélectionner une fonte différente de celle par défaut. On a choisi d'embarquer dans l'application différentes fontes adaptées à des problèmes spécifiques, dont les troubles 10. Cette fonctionnalité elle pourrait aussi aider Malika,
qui est malvoyante, hein, souvenez-vous, a adapté l'interface pour la rendre utilisable pour elle. Ici encore, on a 4 modes avec des settings prédéfinis et la possibilité de personnaliser plus finement l'affichage des textes si on en a besoin. On aurait aussi pu prévoir de prendre le réglage par défaut du navigateur de l'utilisateur. À ce moment-là, on n'y a pas pensé. Si c'était à refaire, je pense que c'est le choix qu'on ferait par défaut. Pour faciliter la tâche à Jérôme et l'aider à se repérer dans le temps quand il recherche un cours, on a pensé à les présenter sous forme de timeline, qui est entièrement accessible au clavier, ainsi qu'au lecteur d'écran, et dans laquelle il va pouvoir retrouver tous les cours de sa formation dans l'ordre. Dans l'idéal, on aurait mis une date et une recherche par date, mais voilà, je ne suis pas designer. Et du coup, je prends les sessions de mentoring en design, si jamais. Donc cette timeline, elle est volontairement sobre et minimaliste pour répondre aux besoins des personnes qui ont des troubles de la concentration, y compris Manon, qui a du mal à se concentrer, à cause du syndrome du sommeil entrecoupé qui touche une grande majorité des parents. Enfin, Malika sera heureuse de pouvoir utiliser les couleurs accessibles pour toutes les parties de son interface, quand Manon aura la joie de pouvoir personnaliser son thème pour la sortir à la déco de son bureau. La partie setting, ici, là, qu'on voit, elle est magnifique, mais elle s'est révélée hyper complexe à développer en réalité. On ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit si difficile en termes d'accessibilité. Il fallait notamment pouvoir naviguer au clavier dans les différentes sections, puis sélectionner et modifier des éléments qui, à l'origine, n'étaient pas cliquables. Donc il a fallu se creuser les méninges pour trouver des solutions accessibles qui passent inaperçues pour les utilisateurs lambda et qui soient utilisables pour les personnes qui en ont besoin. Par exemple, pour gérer la modification des couleurs, on a utilisé le tab index à 0 pour rendre accessible ce color picker qui ne l'était pas du tout. Et ça nous a permis de forcer des éléments non focusables à prendre le focus. Donc l'utilisateur peut sélectionner ces couleurs sans avoir besoin d'une souris. Un autre défi qu'on a rencontré sur ce color picker et sur toutes les modales de l'application, ça a été la gestion de la boucle de focus, le focus trap, qui permet de conserver le focus à l'intérieur d'une modale tant que celle-ci est ouverte. Donc ça consiste à mettre en place une boucle entre le premier et le dernier élément focusable de la modale. Il a fallu aussi gérer la fermeture de cette modale avec le bouton échappe et la capture du focus avec la touche tab. Pour créer cette boucle de focus, on va récupérer les éléments focusables de la modale ouverte, on va stocker le premier et le dernier élément focusable dans 2 constantes, et quand on est sur le dernier élément, donc ici la croix, et qu'on clique sur Tab, on va redonner le focus au premier élément, et inversement. Donc cette petite fonctionnalité, elle est toute bête, mais elle est vitale en fait, elle va permettre à l'utilisateur d'éviter de repasser sur tout ce qu'il y a en fond de la page quand il navigue au clavier, parce que de base, votre modale, eh ben, elle ne capture pas le focus, donc du coup, la personne, elle doit passer le focus à la totalité de l'application derrière avant de pouvoir revenir dans sa modale. Donc sur une toute petite application, ça n'a pas trop d'implications. Imaginez ça sur Gmail. Vous devez arriver à la fin des mails avant de pouvoir revenir dans la modale. C'est un petit peu gênant. On peut trouver des librairies qui mettent à disposition des modales accessibles qui sont déjà avec un focus trap déjà implémenté. On n'est pas obligé de le faire à la main. Hein. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie d'apprendre à le faire. Mais c'est quelque chose que j'ai apprécié mettre en place, mais ce n'est pas forcément utile de le faire vous-même. Par exemple chez AliSwitch, vous allez trouver des web components qui sont approuvés par AccessWeb et ils ont différentes modales dans la section Overlays. Donc vous avez ici une brève démo des settings qui sont navigués uniquement au clavier. Donc vous pouvez voir qu'il est assez facile de sélectionner un onglet ou une couleur dans le color picker qui ne va pas tarder à arriver. Le focus trap capture bien aussi le focus dans la modale. On ne repasse pas derrière sur tous les liens. Et on peut aussi apercevoir brièvement le lien Skip to Main Content qui s'affiche par intermittence en haut à gauche de l'écran. C'est un petit peu rapide, mais voilà, on va en parler. Ce lien d'évitement, justement, il est caché des utilisateurs lambda et il s'affiche que lors de la navigation au clavier. Ça permet de conserver une interface claire pour les personnes qui n'en ont pas besoin, mais ça va permettre aux personnes qui naviguent au clavier de sauter le menu pour accéder directement au contenu principal. Un petit peu comme le Focus Trap, c'est une fonctionnalité qui est très importante pour les personnes qui naviguent au clavier, surtout quand on a des sites avec des méga menus avec 2000 liens. Vous imaginez la galère que c'est pour arriver au contenu. Quand on navigue au clavier, on ne peut pas juste l'ignorer en fait. Donc on peut créer comme ça plusieurs liens d'évitement pour avoir des accès directs. Hein. Vous pouvez faire des listes de liens d'évitement. Par exemple, donner accès à une fonctionnalité de recherche ou accéder directement à votre fonctionnalité principale.
Pour éviter que l'utilisateur ne perde ses modifications dans ses settings un petit peu avancés, on a stocké les settings dans le contexte de l'application et on a mis en place une sauvegarde automatique lorsqu'il quitte la page. Ça permet d'avoir une seule mutation GraphQL, parce que notre API est en GraphQL, pour limiter l'utilisation du réseau. Même si plusieurs modifications ont été faites dans différents écrans, vous allez avoir une seule mutation. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la limitation de l'utilisation du réseau elle a à voir avec l'accessibilité? C'est une très bonne question. Eh bien, en fait, une situation de mobilité dans un secteur avec peu de 4G, c'est un besoin en accessibilité. Donc, raisonner notre utilisation du réseau, ce n'est pas uniquement pour le Green IT. C'est une partie de l'accessibilité qu'on oublie souvent. Le fait d'être accessible depuis n'importe quel device, c'est aussi important pour les utilisateurs. On pense en premier lieu à ceux qui sont en situation de mobilité, mais c'est également nécessaire pour qu'une personne alitée ou hospitalisée puisse accéder à l'application depuis sa tablette ou son mobile, par exemple. Alors vous allez me dire, on aurait pu simplement utiliser une surcouche d'accessibilité. Alors oui, mais en fait non. Les surcouches d'accessibilité, c'est ces petites applications qui s'intègrent sur un site existant pour en modifier l'affichage selon les paramètres choisis par l'utilisateur. Elles s'installent comme un plugin sur votre site par-dessus une application qui n'est pas accessible. Ces outils ils se vendent comme des solutions miracles et ils promettent d'économiser des heures de développement pour rendre accessible une application déjà existante. Je pense que déjà rien qu'à cette promesse de vente, on sent qu'il y a anguille sous roche. C'est hyper alléchant parce qu'ils promettent que votre application elle sera en conformité avec les guidelines d'accessibilité RG2A, mais ce n'est pas réellement le cas. Et ce qu'ils omettent de vous préciser, c'est qu'il y a beaucoup de limites à leurs outils. Aucun outil ne peut automatiser la résolution de problèmes qui sont liés à l'expérience utilisateur ou à la mise en place d'une alternative textuelle, par exemple, aux images. Il y a certains de ces outils qui n'ignorent même pas les balises Alt des images de décoration lors de la lecture d'écran. Les balises Alt qui sont vides. Ça veut dire qu'il va prononcer tout. C'est un petit peu gênant. Avec un outil de surcouche, les contenus interactifs qui ne sont pas navigables au clavier ne le seront toujours pas. Pourtant, c'est des adaptations de base. Par exemple, pour un utilisateur non-voyant, ces outils vont avoir absolument aucun intérêt. Donc c'est un petit peu gênant parce que le développeur derrière, il les paye pour rien. Ensuite, on a certaines de leurs fonctionnalités qui risquent d'entrer en conflit avec les outils qui sont utilisés par les personnes en situation de handicap. Donc là, c'est déjà beaucoup plus grave parce que ça peut créer des problèmes d'accessibilité. Certaines personnes utilisent des outils qui sont directement intégrés dans leur navigateur ou dans leur système d'exploitation. Certains de ces outils de surcouche ne sont pas accessibles aussi et ils vont eux-mêmes créer des problèmes, une navigation au clavier complètement incohérente ou des bugs d'affichage. D'autres encore n'appliquent pas leurs modifications à eux-mêmes et on se retrouve avec une interface d'accessibilité inaccessible. Belle performance quand même. Et enfin, ça ne remplace absolument pas la mise en conformité parce que selon l'outil utilisé, vous avez seulement 4 à 5 critères du RG2A qui sont impactés à l'heure actuelle sur 106. Donc c'est assez dérisoire en réalité. L'implémentation d'un outil de surcouche, ça ne sera donc pas une solution miracle, d'autant moins que selon le critère concerné, la mise en place d'un service tiers n'est même pas autorisée. En revanche, il existe de vrais outils d'accessibilité, à ne pas confondre avec les surcouches miraculeuses, pseudo-miraculeuses dont on vient de parler, à l'image d'AccessConfig, qui est un sélecteur de style léger et open source qui est conçu par Access42 et qui permet de personnaliser l'affichage des contenus web, un petit peu comme on l'a fait nous dans nos settings, mais en prêt à consommer. J'ai perdu ma bouteille. Donc, penser l'accessibilité dès la conception et développer des apps inclusives, c'est déjà génial, mais prendre en compte le besoin d'accessibilité, ça ne suffit pas. Il est nécessaire d'auditer votre application avec des outils comme Wave ou Lighthouse pour vérifier l'absence d'erreur et de désactiver les styles pour vérifier que votre sémantique et votre arborescence, elles sont pertinentes. C'est également crucial de tester et faire tester l'application en se mettant en situation, avec au minimum la navigation au clavier et un lecteur d'écran. Ça permet de vérifier que les personnes qui sont en situation de handicap ne se retrouvent pas bloquées dans l'application et que leur parcours est le plus fluide possible. Et vous allez voir que quand on allume le lecteur d'écran pour la première fois, on prend une bonne claque. De très nombreux outils d'audit existent, avec plus ou moins de renommée.
outre les basiques Wave et Lighthouse, on pourrait citer dans les incontournables le kit d'audit de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui est en charge de la transformation numérique de l'État. Ce sont eux qui régissent les règles d'accessibilité numérique en France, donc on peut leur faire confiance normalement. Dans leur kit, ils fournissent une grille d'évaluation, un modèle de déclaration d'accessibilité et un modèle de rapport d'audit. Chez Tanaguru aussi, on peut accéder au référentiel RG2A en version web, qui est lié à leur glossaire, le tout étant mis à jour dès qu'il y a une modification du RG2A, donc c'est hyper intéressant. C'est une référence fiable qu'ils utilisent eux-mêmes pour leur mission d'audit. Ils proposent aussi le plugin WebExt, avec un T pour ceux qui connaissent juste WebExt, pour les navigateurs Firefox et Chrome, et qui permet de faire une première passe pour cibler les anomalies relevées, pour vous faire une idée du niveau d'accessibilité d'une page. Et un petit dernier pour la route, on peut trouver sur le site du W3C un service de validation du code source qui va vous permettre de vérifier si votre HTML et vos ARIA sont valides. On peut trouver des déclinaisons de ce validateur sous la forme de plugin Chrome ou VS Code, donc c'est hyper pratique parce que vous pouvez vérifier directement dans votre VS Code si votre code il est conforme. C'est un super outil parce que si votre HTML il est valide, vous avez résolu 50% de vos problèmes d'accessibilité. Et ça, c'est quand même plutôt cool parce que c'est vraiment très facile à faire. Pour finir, voici une petite démo de l'application Naviguer au clavier. On peut voir donc que la page de connexion est navigable au clavier, mais qu'on s'est un petit peu lâché sur l'animation du fond et qui n'est absolument pas accessible. L'utilisateur a la possibilité de la désactiver dans les settings, mais dans l'idéal, on aurait dû faire l'inverse. On aurait dû la désactiver et lui donner la possibilité de l'activer s'il en a envie. On constate que la navigation au clavier elle est fluide sur toute l'application et qu'on a encore plein de choses à terminer et à améliorer dans notre interface, notamment la partie back-office des formateurs qui a été un peu designée à la truelle et légèrement bâclée pour finir dans les temps, mais ce n'était pas notre principal objectif pour ce projet. Et on voit aussi passer les liens d'évitement quand on arrive en haut qui permettent d'éviter le menu et d'accéder à la timeline directement. Je ne vous remontre pas les settings parce qu'ils n'ont pas changé depuis tout à l'heure. Notre objectif, c'était vraiment d'amener le sujet de l'accessibilité sur le devant de la scène, d'en parler à chaque délit, à chaque rétrospective, de montrer qu'on peut et qu'on doit le faire pour qu'ils prennent conscience que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de fermer les portes d'un service à toute une partie de la population parce qu'on n'a pas entendu leurs besoins, et encore moins quand on parle de formation. On doit garantir l'égalité des chances, et ça commence par inclure tout le monde dans les outils d'apprentissage. Durant cette année de formation, il y a eu des grandes discussions sur le sujet avec d'autres apprenants, avec l'équipe pédagogique, avec la vraie référente accessibilité de l'école cette fois-ci, et j'espère sincèrement qu'on a pu planter quelques graines de prise de conscience. Et si jamais les graines ne prennent pas, la loi devrait faire un petit peu évoluer les mentalités parce que l'accessibilité numérique aujourd'hui, c'est plus une option, c'est une obligation légale depuis la publication de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, dite loi handicap. Si cette loi elle concernait l'accessibilité des services de l'État, depuis elle a été étendue au secteur privé par décret en 2019. Et aujourd'hui, l'amende pour défaut d'accessibilité, elle peut aller jusqu'à 20 000 € par service numérique. Et ça risque d'évoluer vers des sanctions plus dissuasives avec l'application à partir de juin 2025 du European Accessibility Act. Celui-là, il prévoit une extension des exigences d'accessibilité à un plus grand nombre de produits et un durcissement des sanctions en cas de manquement aux règles d'accessibilité. Et si vous êtes tenté de me dire que pour un produit interne à l'entreprise, ce n'est pas une priorité, je vous répondrai qu'au contraire, c'est d'autant plus important de se mettre en conformité que si une personne salariée elle est dans l'impossibilité d'utiliser un outil requis pour son travail, on ne parle plus d'amende mais de risque pénal. Mais les choses, elles évoluent dans le bon sens. Beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années en termes d'accessibilité. Les lois votées, elles permettent à la France d'être assez en avance sur le reste de l'Europe. Et de plus en plus de formations commencent à en parler aussi, à intégrer ça dans les programmes, voire à se spécialiser sur le sujet. On en parle de plus en plus dans les DevFest, dans les meet-up. C'est un petit peu hype et c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut sensibiliser plus de gens. L'arrivée des IA aussi, elle va bousculer un petit peu les choses dans les années à venir pour ce qui est de l'accessibilité numérique, donc on peut rester optimiste sur le sujet. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Nous arrivons donc au bout de cette présentation.
Les utilisateurs, ils sont heureux, ils peuvent désormais utiliser une interface accessible pour accompagner leur formation en remote. Et en plus, ils seront sûrs que vous allez désormais penser vos applications pour qu'elles soient inclusives et qu'elles pensent aux besoins de chacun pour le bien de tous. Parce que maintenant, vous aussi, vous savez à quel point c'est important. Du coup, je vous repose la question maintenant. Qui ici est concerné par l'accessibilité? Super, on a vachement augmenté. Génial. Ben, écoutez, je suis ravie de voir qu'il y a beaucoup plus de mains levées que tout à l'heure et que ça veut dire que vous avez bien compris mon propos. On est toutes et tous concernés par l'accessibilité, qu'on soit ou pas en situation de handicap. Merci beaucoup.